Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seul. Et pour cette première émission 2026 sur la chaîne, j'ai invité l'ami Stéphane Michel que vous connaissez bien. Comment vas-tu? Salut Julien, ça va très bien et toi? Fort bien. Alors, jusqu'ici, c'est vrai qu'on a navigué entre Peter Weir et Claude Sauté. Là, on revient à Peter Weir et pas sur un film que vous auriez imaginé qu'on évoque ainsi. Car à la base, c'est un téléfilm. Ça a été aussi un film sorti au cinéma, d'ailleurs, dans quelques pays. 1979, il avait quand même déjà commencé sa carrière. C'est intéressant de voir que ce n'est pas son premier, du coup. Le plombier, ou The Plumber, oui, on ne prononce pas le B, petit cours d'anglais comme ça, sur le pouce. Femme, c'est un peu le même genre de truc. Peter Weir, seul à l'écriture du scénario, ce qui est assez rare dans sa carrière. Apparemment, on a vérifié, il y a Green Card aussi, apparemment, il Oui. est tout seul. Mais sinon, sur les autres, il a toujours été en collaboration et ou adaptation. Et au casting, alors, peut-être des actrices et des acteurs que vous n'avez pas vus ou beaucoup vus parce qu'ils sont souvent travaillés, la plupart du temps, en Australie. Mais dans le rôle féminin principal, Judy Morris, si vous avez vu Razorback, alors c'est un rôle secondaire dans Razorback, mais elle est là-dedans, mais elle est connue surtout pour être à l'écriture de certains films de George Miller ou apparentés, parce que Babe, le cochon devenu berger, c'est presque le premier, presque un George Miller. C'était Chris Noonan, je crois, le réalisateur, si je me souviens bien. Et elle a aussi travaillé sur au moins un des deux Happy Feet, si ce n'est peut-être au moins un, je crois. Donc c'est quand même une dame. Ta voix également Ah à oui. certains personnages d'April Fit, si je ne me trompe pas, à Et revérifier. peut-être dans Babe aussi, à vérifier peut-être. Voilà. En tout cas, c'est une dame importante du cinéma australien, et pas que, du coup, par extension. À ses côtés, pour jouer le plombier, quelqu'un qui s'appelle Ivor Kens, qui n'a pas forcément eu une immense carrière hors Australie, mais il a fait beaucoup de théâtre, beaucoup de télé, beaucoup aussi de petits films d'exploitation. Et on sent qu'il avait quand même ce talent d'acteur. Il est toujours, je crois qu'il est toujours actif d'ailleurs. Ouais. Voilà. Nous avons dans le rôle du mari, qui a aussi joué dans quelques films intéressants, Robert Colby, ou Colby, je ne sais pas comment on prononce, ça va dépendre des origines du nom du monsieur. Et on va citer aussi Candy Raymond, qui joue Meg, cette amie qui intervient à un moment peut-être pour sauver la situation. C'est pas facile. Alors, nous sommes ici vraiment. Qui est Candy Raymond, qui est Oui, assez. Même chose, hein, par, parallèlement à Julie Morris et à Ivar Kans, c'est beaucoup d'acteurs de télévision qui ont fait quelques rôles qui. Plus ou moins marquants à la télévision australienne. Et Candy Raymond, elle est décédée juste il y a un mois à peine. Je pense d'accord. fin décembre, début janvier, je crois. Donc, on peut, Judy Morris et Candy Raymond, il y a un documentaire assez intéressant qui s'appelle Not Quiet Hollywood, qui a une petite parenthèse comme ça de référence, qui parle un petit peu du cinéma d'exploitation, qui parle beaucoup du cinéma d'exploitation australien de ces années-là. Donc, toutes deux font des interventions. C'est assez intéressant de les voir dans des rôles assez frivoles de l'époque, et puis de voir comment ces rôles-là ont marqué leur carrière également. Donc, juste à conseiller. Alors, on est un petit peu dans la exploitation ici, indirectement, par parenté. On est dans le thriller horrifico-psychologique. Alors, horrifico, pas tant que ça. C'est très terre-à-terre et tout, mais il y a cette idée quand même mentale que nous sommes dans une sorte de quasi-home invasion, on peut le dire aussi. On va suivre, alors, techniquement, Jill Cowper, qui est l'actrice, le personnage principal joué par l'actrice principale Judy Morris, qui vit dans un appartement assez cossu, simple en soi, mais quand même, en train de préparer son master en anthropologie. Elle bosse, quoi. C'est une intellectuelle, il y a plein de motifs voilà, de ses travaux affichés au mur, on voit bien l'idée. Elle a un mari, ou un petit c'est un mari, alors ils vivent ensemble, et lui il est toujours à droite à gauche, en bossant à fond sur son projet. C'est un professeur de sciences nutritionnistes, c'est très intéressant, et il n'a qu'une idée en tête, c'est épater des gens je crois que c'est de l'OMS de Genève, là. Enfin bon, c'est tout un délire, c'est très intéressant de voir ce décalage-là. Et un beau jour, il y a un plombier qui débarque, elle n'a pas du tout fait appel à un plombier, ce serait l'immeuble qui aurait appelé voilà, ce monsieur pour vérifier si les conduits, les tuyauteries sont fonctionnel. Attention, hein, ce n'est pas un film érotique, parce que l'idée des plombiers qui débarquent comme ça, non. Et en effet, en y arrivant, là, il va dire que les tuyaux sont trop petits pour la pression, et il va vraiment s'imposer et revenir et y faire des travaux. Jill n'a même pas le temps de dire non, quoi. C'est un peu particulier. À un moment, d'ailleurs, il arrive et il prend sa douche. Hein. C'est assez déliré. Et évidemment, on voit très vite que ce Max, ce plombier, n'est pas de la même classe sociale. Et ça, c'est très important.
Et donc, il y a une forme. Il essaye de s'immiscer ici, peut-être, de vivre une vie plus élevée par procuration du moment. Et il va y avoir un jeu qui va se dérouler entre les deux. Et très vite, ça va monter en angoisse, évidemment, parce que Jill commence à en avoir ras-le-bol de ce monsieur qui est toujours là, qui est un peu brut de décoffrage, qui fait n'importe quoi par moment, qui a l'air un peu en tension personnelle aussi, et qui fait du bruit. Elle qui a besoin, voilà, de se concentrer sur des enregistrements aussi, hein, de peuplade, notamment de la Nouvelle-Guinée, etc. Et ça va monter crescendo ainsi jusqu'à ce qui se passera. On fera une zone spoiler, bien sûr. Même si la finalité en tant que telle n'est pas, enfin, c'est pas le plus important du tout, mais il y a quand même une progression. Et donc, on va voir comment Jill va s'en sortir avec ce mari pas trop là, mais là, et qui ne croise jamais ce plombier, d'ailleurs. Ça, c'est passionnant. Dans un Jusqu'à la film, fin, quoi, finalement. voilà, et qui se déroule pratiquement en intérieur. C'est petit budget, forcément. Il n'y a pas de scène extérieure, en fait, en soi. C'est très limité. C'est là où on voit la facture Oui. assez télévisuelle avec des gros guillemets de l'œuvre. Hein. Il y a quand même, il y a quoi? Il y a 5 ou 6 lieux, finalement. Il y a l'appartement, principalement. Il y a le sous-sol, le parking, quelques scènes à l'université. Oui. La salle de yoga dans une scène avec entre Jill et sa comparse. Mais, très importante, ça, cette scène. C'est très importante, cette ah scène. oui, ça en dit beaucoup sur la classe sociale et puis la perception du personnage principal, effectivement. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, d'emblée, j'aime bien le générique au début. Bon, il paye pas de mine, mais il faut le faire. On est sur des tuyauteries, voilà, pour bien marquer qu'il va y avoir un petit problème. Et alors, la première image du film en soi, j'avais envie de la montrer parce que j'aime bien comment un film s'ouvre. C'est toujours intéressant de choisir le premier plan. Voilà. Voilà. Oui, bon, c'est un tuyau, on ne sait pas trop. Ça fait presque, pour le coup, cachet horrifique. Voilà, ce petit moment-là. Bon, après, on a des tuyaux à droite, à gauche. Et Peter Weir, on sent, alors, je ne sais pas exactement ce qu'il a eu en tête. C'est un film qui a été commandé, je pense, à la base. Enfin, il a eu cette idée lors d'un dîner et tout. Et la télé australienne cherchait des films un peu à exploiter. Et il a eu la possibilité, visiblement, de monter ce projet assez rapidement, si je me trompe Ouais, pas. c'est un film qui s'est tourné en 6 semaines à peu près. Donc, Ouais. il était commissionné, le film est commissionné par euh, la South Australia Film Commission, la SAFC. Et je pense qu'il avait un contrat de 3 projets avec eux à l'époque, donc soit film de cinéma, soit film de télévision. Donc ça faisait partie en fait de ce contrat-là. Et effectivement, quoi, c'est un film qui a été fait. Bon, il le dit très clairement, c'est un film qui a été fait pour l'argent d'abord, parce qu'il avait besoin de fonds pour continuer sa carrière aussi, même si il avait eu déjà trois beaux succès d'estime Oui. auparavant, puisque bon, le film suit dans sa carrière les voitures qui ont mangé Paris, Picnic à Tanglewood et The Last Wave. Et donc, voilà, ça a été fait assez vite. C'est parti d'une anecdote apparemment personnelle. Certains de ses amis avaient vécu des situations assez particulières avec des plombiers. L'amie en question était elle-même une universitaire, une anthropologue. Donc, il a pris certaines de ces anecdotes, comme l'ouverture du film, par exemple, qui est une anecdote qui l'a beaucoup marqué, sur la réaction de Jill par rapport à un comportement inattendu de la part d'un membre d'une communauté tribale de Nouvelle-Guinée. Et donc, dans les premières scènes, Gilles raconte sa propre réaction, sa propre stupéfaction par rapport à une rencontre avec un aborigène de Nouvelle-Guinée. Et ça, justement, ça... Un sorcier, soi-disant. D'ailleurs, ça en dit long aussi déjà, parce que cette idée que ce sorcier était visiblement en transe, etc., l'aurait sommé de ne pas bouger en venant dans sa tente et tout. Et à la fin, lui a jeté du lait de chèvre, comme si c'était justement l'occidental qui ne respectait pas les coutumes locales. Donc, il y a une idée quand même déjà où on sent qu'elle est dans son petit monde. Elle est vraiment dans son huis clos personnel, hein, l'universitaire au début. Ouais, ça place déjà bien les bases du personnage féminin principal, du couple, et puis déjà en filigrane, on a la perception occidentale sur les communautés aborigènes, même si c'est un objet d'étude pour elle aussi, il y a quand même cette vision peut-être un peu hautaine qui crée ces réactions inattendues chez elle, quoi. Moi, j'ai eu parce qu'elle raconte ça, il y a son mari, elle regarde les photos,
Et elle re-raconte ça à son mari, visiblement. Alors, c'est pour la caméra, mais bon, c'est très amusant. C'est-à-dire, on va re-raconter comme ça. Et apparemment, le mari nomme ce monsieur avec un terme à moitié raciste, quand même. Voilà. Sur le moment, j'ai essayé. Je me demandais s'il n'appelait pas le nom du peuple local, donc non, on ne sait pas. Et il dit bitumen. Et c'est donc voilà, le bitume, couleur de la peau et tout. Donc on sent quand même quelque chose qui est pas très net non plus. Peut-être pas alors, dans le couple, on ne sait pas. Mais en tout cas, le mari, voilà. Pourtant, plus tard, on va le voir avec des gens très multiculturels plus tard. Mais c'est un film déjà, bon, on en reparlera, mais qui traite indirectement, donc lutte des classes, oui, et aussi d'une certaine forme de racisme ou colonialisme ou le capitalisme qui fait que on sent qu'il tente quelque chose, Peter Weir. Et c'est vrai que le mari qui nomme le sorcier en mode bitumen, j'étais là en mode c'est très étrange quand même. Mais il y a toujours cette vision plus globalement occidentale par rapport aux communautés aborigènes, puisque elle travaille dans ses travaux universitaires, dans sa thèse, sur des communautés aborigènes de Nouvelle-Guinée. Et lui, dans ses travaux de recherche à l'université, travaille aussi sur la possible résurgence du kourou, qui est une maladie liée au cannibalisme, donc résurgence du cannibalisme ou pas. Donc il y a un peu une vision soit idéalisée ou archaïque des communautés aborigènes qui est pas prégnante dans le film, c'est pas le sujet principal du film aussi, mais qui est toujours là en filigrane pour justement que l'on ait déjà une ambiguïté qui est placée dès le départ sur les personnages, le couple principal du film. Et d'ailleurs, c'est la force du film, c'est cette ambiguïté globale qui refuse finalement au spectateur une empathie totale pour ce couple. Alors, évidemment, c'est plus le mari, mais même elle, enfin, on ne sait pas trop et tout. Et bien sûr, le plombier, sur le coup, on tente de dresser son portrait en mode très tranquille, très gentil et tout. Mais lui aussi va avoir quelques propos à un moment dans le film qui tendent un petit peu vers le populisme pour être gentil. Et on voit comment d'ailleurs Peter Weir, il a voulu mettre deux faces opposées, mais d'une même pièce, de quelque chose autour de cette idée de libéralisme, tu vois, au sens large. Il faudra qu'on y revienne sur ça. Mais tiens, puisque tu parlais, voilà, on va directement dans le sujet. Tu parles du mari. Moi, ça m'a. Alors, le kourou, le fameux kourou, voilà, c'est une maladie. Alors, c'est l'équivalent de la vache folle, si on veut. On va simplifier. Hein, qui aurait, pendant deux ou trois décennies, massacré beaucoup de gens en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et selon le mari, ça serait dû au cannibalisme rituel où ils mangeraient le cerveau de leur mort ou je sais pas trop quoi. Ce qui est donc une vision archaïque et primitive d'un peuple qui n'aurait jamais évolué. Sauf que le monsieur à côté de lui, qu'on ne reverra plus dans le film, je crois, c'est pas celui qui va manger avec eux après, je sais plus. Mais le monsieur, après, il dit non, ça n'existe plus, le cannibalisme rituel. Et pour lui, ce seraient les effets des nourritures modernes, la malbouffe, en fait. Et il y a déjà cette opposition-là qui est très paradoxale parce que le mari, on le voit avant donner un cours en mode oui, il y a de la malbouffe et tout. C'est-à-dire qu'il a des croyances très personnelles dans le sens où il excuserait presque finalement le colonialisme en ne le tenant pas responsable de ce qui s'est passé, de ce qui a peut-être décimé une partie d'une population autochtone. Hein. Oui, je pense qu'il y a aussi cette volonté de placer de l'ambiguïté, même dans le personnage du mari dès le départ aussi, avec cette opposition au discours plus rationnel finalement de ses collègues de travail à l'université. Mais ça place son mari avec peut-être une idée d'obsession en tête, quelque chose une avenue vers laquelle il veut s'engouffrer malgré le risque vis-à-vis de ses collègues, malgré le risque vis-à-vis d'une prochaine visite de représentants de l'OMS, par exemple. Donc, je trouve que même si ça reste très en filigrane, bien sûr, c'est intéressant d'avoir cette ambiguïté placée dans le personnage du mari comme dans le personnage de Jill dès le départ. Mais tu parlais de l'obsession, le mari, il sera jamais là au bon moment, voilà, pendant tout le film. Alors, elle l'appelle dès qu'il y a la menace et tout, et lui, il est en mode, oui, mais Genève et tout, mais je m'en fiche de ton plombier. Et elle est en mode, je m'en fiche de Genève, je te parle du plombier. On sent qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde. On en reparlera, mais il y a un des thèmes principaux du film, c'est ça rentre pleinement, comme on le dira, dans l'œuvre de Peter Weir, mais c'est l'incommunicabilité, quoi, en fait. Tu as l'impression que Jill est un peu dans son monde universitaire très concentré sur ses recherches et en opposition avec
avec son mari. Son mari est interrompu pendant ses classes, pendant ses recherches. Elle n'est pas entendue par son mari quand elle lui fait part justement du caractère invasif de Max, du plombier. Max, de son côté, est aussi vu de haut par Jill principalement, puis par ce couple en particulier. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment, et là, la mise en scène, et on en parlera aussi, est vraiment construite autour de ces oppositions, autour de ces jeux de regard, autour de cette jeu de domination, finalement, avec une première partie où, comme dans un schéma de thriller ou de film d'horreur un peu classique, on va avoir une situation établie, dans un lieu bien établi aussi, bien déterminé, avec un élément intrusif qui va prendre petit à petit de plus en plus de place, jusqu'au point d'être étouffant, vraiment disruptif pour le personnage de Jill, ou à un point où justement le caractère de Jill va shifter, quoi, en fait, va basculer, particulièrement lors de la scène voilà, où la situation dans la salle de bain de Jill devient tellement insupportable et tellement chaotique que c'est elle qui va reprendre le dessus petit à petit et imposer son regard et sa vision des choses sur le personnage de Max. Et là, même au niveau de la mise en scène, on voit que les cadres changent, que les perspectives changent également, et jusqu'à la résolution du film, quoi. Et d'ailleurs, le personnage de Max, il dit beaucoup de choses dans son regard, entre envie d'être gentil et d'être accepté, cette idée de convoitise un petit peu, puis à un moment, un peu comme un enfant, il y a des scènes où on met en avant son manque d'éducation, puis après, ça va vers la haine, quoi, quand il se sent méprisé. Ça, c'est passionnant parce qu'il y a ce crescendo aussi, qui fait que Peter Weir cherche à ce que le spectateur, à la fois, comprenne, mais c'est quand même quelqu'un qui a brillé. Et finalement, c'est pareil pour Jill. On essaye de comprendre la pauvre. Alors, elle est quand même techniquement un peu agressée chez elle, mais par extension. Mais ce qu'elle va faire aussi, ce qu'elle fait aussi, comment elle le casse. Même à un moment, elle lui fait mal. Elle ouvre une porte. Bon, c'est un geste, quoi. Il y a quelque chose. Il y a un choc, quoi. Et elle aussi, on va pas trop tout pardonner ce qu'elle fait. Bon, par rapport au mari, c'est une chose. Par rapport aux obsessions qu'ils ont d'ailleurs, hein, les deux, le mari et elle, pour leurs études, leur boulot, ils sont complètement donc enfermés. J'aime bien ces idées de huis clos mental. C'est un huis clos mental, hein, tout autant qu'un huis clos intérieur. Hein. Ouais, c'est là où la mise en scène est très intéressante, parce que dès les premières images du film, on voit le clos. On les voit très souvent cloisonnés, quoi, soit cloisonnés dans les encadrures de fenêtres, dans les encadrures de portes. Les interactions entre Jill et Max, par exemple, supportent ce cloisonnement, où il y a assez peu de scènes, finalement, on les voit tous les deux dans le même cadre. Il y a toujours, dans la première partie, ces effets de domination où Jill va plutôt être cadrée à gauche et en domination. Puis dès que le film bascule aussi, le personnage de Max va prendre un peu plus de place également dans le cadre, mais il y a toujours cette idée de cloisonnement qui est renforcée dans les scènes de salle de bain par la tuyauterie, quoi, en fait, qui crée des cadres dans le cadre également. Donc ça, est-ce que c'est bon, je pense que sans suranalyser, mais il y a vraiment des effets de mise en cadre de la part des personnages qui renforcent ce cloisonnement mental, quoi, Oui, il y a cette architecture d'ailleurs. Les rares plans extérieurs du film, c'est pour nous montrer des petits inserts de ce truc très moderne, très carré, très bloc. D'ailleurs, le personnage de Max, le plombier, critique bien, hein, ces blocs-là, très moches. Ça se passe à Adélaïde, hein, apparemment, alors qu'elle vient de Melbourne et tout. Je ne sais pas si la structure t'a fait penser à ça aussi, mais cette structure très carrée, très bétonnée, alors que justement on est dans un contexte où on a un universitaire qui fait une thèse sur des tribus de Nouvelle-Guinée, un chercheur qui fait des recherches sur une possible résurgence du Kourou, etc. On a l'impression que comme le pensionnat de pique-nique à Anguille Rock, qui est une espèce de monolithe posé comme ça en plein milieu d'une nature assez sauvage, il y a cette imposition d'une vision occidentale, d'une modernité qui est peut-être un peu posée là maladroitement, que finalement, par rapport au reste du récit. Donc ce type d'architecture, ça me fait à la fois penser au bâtiment de Miss Appleyard
Picnic à Hanging Rock, et aussi éventuellement au monolithe construit par Ali Fox dans Mosquito Coast, au milieu de la nature également. Et on va pas spoiler, mais Mosquito Coast, on en parlera forcément bientôt aussi. Et ce qui est intéressant là, c'est que ça rappelle un peu, c'est un des plans au début, après les tuyaux et tout, on nous pose le cadre. Ça rappelle aussi l'introduction, elle est extraordinaire, cette introduction de The Last Wave, qui montre cette modernité, presque que Yanis Katsia avant l'heure à certains moments et tout, où on voyait aussi déjà ce monde moderne, très moderne, qui va être envahi par une idée, par retour aux sources. D'ailleurs, c'est très très Peter Weirien ça, et c'est la suite logique de sa carrière, parce que dans Picnic à Hanging Rock, il y a une intrusion de sorte de mystère, de mystique dans un monde très très rationnel et fermé avec le pensionnat et tout. Et dans The Last Wave, c'est pareil, c'est un monde très moderne, mais il va y avoir cette irruption de ce mythique ancestral aborigène qui va perturber une sorte d'ordre établi pour les personnages principaux. Il est dans cette continuité-là, mais ici, de façon plus terre à terre. Il y a moins de mystique, il y a moins de mystère. C'est juste quelqu'un du peuple, quoi. Non, mais c'est un point commun, justement. On peut dire que c'est assez commun scénaristiquement de voir justement des éléments disruptifs comme ça ou interruptifs comme cela, mais ça reste assez probant dans la carrière de Peter Weir, même par la suite avec Green Card, par exemple, où justement il y a beaucoup de similarités, je trouve, avec entre ce film et Green Card par rapport à l'intrusion justement d'un élément perturbateur dans un cadre de vie plutôt middle class bourgeois un peu posé, et ce que ça crée en termes de changement de perspective chez l'un des personnages principaux. Donc, et puis là, il y a aussi cet effet, je trouve que justement l'architecture du bâtiment lui-même, qui ressemble plus ou moins à une prison avec ses corridors. C'est un peu bizarre l'architecture quand ils pensent aussi, parce que quand ils sortent de chez eux, ils doivent d'abord passer par des balcons extérieurs pour pouvoir sortir du bâtiment. Donc il y a un côté mirador ou corridor qui justement renforce un petit peu cet enfermement de la vision occidentale des deux protagonistes principaux. Et d'ailleurs, sur ce jeu spatial, il y a presque des trucs un peu drôles. C'est quand à un moment, le plombier qui revient, il n'est pas entendu dehors, il va carrément passer à travers le trou du chantier. Ça n'a aucun sens. Il y a un jeu presque, il y a presque un humour décalé par moment de ce choc des cultures, quoi. C'est-à-dire que pour lui, finalement, son but, il veut rendre service, en fait, sur le papier, voilà, mais c'est tellement n'importe quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça accentue beaucoup le côté menace de Max par rapport à la vie posée de Jill, en fait. C'est que quoi qu'il arrive, porte fermée ou pas, il arrivera à s'introduire. La menace est là, elle est là pour s'imposer, elle est là pour s'introduire, quelles que soient les circonstances, et là où on n'attend pas. Il y a une scène, par exemple, où revenant d'un rendez-vous extérieur, Jill rentre à la maison à la fin de la journée, elle commence à se déshabiller pour aller vers la salle de bain sans se rendre compte que Max est encore là à travailler. Et donc là, il y a beaucoup d'effets de tension vis-à-vis de cette scène-là aussi. Également avec une tension, une tension de voilà, tu réalises à quel point la menace est sous-jacente, et comment la vie de Jill peut être perturbée jusque dans son intimité, finalement. Et tu parlais de point de vue, d'interprétation, de regard et tout. Il y a aussi cette idée chez Peter Weir, il aime bien retourner le regard des gens, enfin des personnages principaux. Par exemple, la Jill, elle est censée tout comprendre, elle est anthropologue. Elle va même essayer de comprendre des peuplades lointaines. Elle est même pas capable de comprendre un homme du peuple lambda. Parce que c'est ça, cette idée. Elle est finalement en décalage avec la réalité. Elle qui veut étudier des trucs très très concrets, mais loin de son monde, elle n'arrive pas à voir son monde. Et ça, on l'a, ou dans Witness, forcément. Quand il découvre la communauté Amish, il découvre un autre monde qu'il n'imaginait pas. Évidemment, dans Dead Poets Society, il y a ça aussi, cette idée que les jeunes vont découvrir autre chose. Et Truman Show, on n'en parle même pas. Tu vois, là, c'est encore pire. C'est intéressant, c'est une obsession weirienne, ça, je pense. Cette idée on a des personnages qui sont dans leur monde et d'un seul coup, tiens. Il y a une ouverture, il y a un élément perturbateur qui va créer justement une conscience de leur propre isolement. C'est un cas probant dans The Truman Show, et puis qui va justement amener ces personnages à reconsidérer leur point de vue et leur situation.
Pas trop de mateship ici, de mateship à l'australienne, pas trop là, tu vois. Non, non, ça Là justement, ouais, c'est l'impossibilité de. de D'ailleurs, le mari communiquer. et le plombier, on aurait pu imaginer que le mari et le plombier finalement s'entendent bien. Si le mari avait été là, ça aurait été Il y a un peut-être peu de le ça cas. sur la fin, que finalement, parce qu'il y a toujours un regard compatissant finalement de la part du mari vis-à-vis des activités du plombier, puisqu'ils finissent dans les dernières scènes par se rencontrer Vite un fait, peu ouais. par hasard sur le Mais parking. hors champ, Lui hors revient champ. hors champ, voilà, on les voit juste échanger un regard et puis on comprend par la suite qu'ils ont pu discuter un peu. Et là, justement, il y a je trouve que c'est là où on voit non seulement les oppositions de classe, mais aussi les oppositions patriarcales d'une certaine manière, puisque le regard, Jill est un peu coincé entre le personnage de Max qui, voilà, qui essaie de profiter un petit peu de son côté coincé, de son côté un peu rigide, et puis de l'autre côté, elle est son mari voilà, qui ne considère pas justement l'anxiété créée par la situation de ce plombier inattendu et qui, même à la fin, essaye de trouver des circonstances atténuantes pour cet élément perturbateur. Donc, Gilles est vraiment, c'est aussi ce qui crée cet élément déclencheur chez elle de finalement accuser Max de façon un peu pernicieuse, quoi, pour reprendre l'avantage sur ces deux figures masculines d'une certaine manière. Et la façon dont apparaît Max, alors c'est presque du cliché, mais c'est intéressant pour la période 79. La première fois qu'on le voit, c'est comme ça, on voit pas son visage, et les gants noirs avec le jean qui montre qu'il n'est pas riche, quoi, etc. Bon, il vient pour bosser en même temps, mais quand même. Et les gants noirs, évidemment, on est dans cette période où le giallo, notamment, est en effusion. 79, on est après Halloween. Bon, Halloween, il n'y a pas de gants noirs, mais le slasher, le giallo. Et je pense que Peter Weir joue. Enfin, imaginons, voilà, quelqu'un qui regarde le film sans avoir lu de synopsis et tout, va se dire, oh là là, le plombier, c'est un tueur en série. Il joue avec les codes de l'horreur. Hein. Il joue, comme tu le dis là ici, dans ce cadre en particulier, dans la présentation du personnage, mais aussi dans la manière dont Max est filmé, particulièrement dans la première partie du film, où lorsqu'il est à l'extérieur de l'appartement, mais que le couple part de lui, on le sait guettant le couple à l'extérieur de l'appartement, derrière les rideaux, exactement. Extraordinaire, ça. Parce qu'il est mis en parallèle avec un masque autochtone. Ça en est presque flippant dans un sens. C'est le retour aux racines, mais à gauche, il y a la réalité innocente de peuples qui ont été, pour le coup, on va dire, usurpés de certaines choses. Voilà. Mais lui, n'est-il pas aussi victime du système? Bien sûr, c'est une autre victime indirecte aussi de ce capitalisme et de ce système. Hein. Et ça le place à l'extérieur justement de ce confort middle class ou un peu bourgeois justement plutôt middle class du couple justement. Lui sera toujours placé à l'extérieur quoi finalement. Il sera toujours soit confiné dans l'espace de sa salle de bain, soit mis à l'écart quand Jill le repousse de son appartement. Donc il y a toujours une volonté de garder ses distances avec les classes sociales inférieures. Et d'ailleurs, les seules personnes qui sont un peu complices de l'attitude ou de la présence de Max, quoi, finalement, dans l'immeuble, sont au sous-sol. Sont les gardiens de l'immeuble qui ont leur bureau au sous-sol. Donc, Gilles est obligé de descendre, finalement, dans les étages inférieurs de son bâtiment pour rencontrer des personnes qui valident la présence de Max. Qui valide le fait qu'il soit bien un plombier, malgré son attitude un peu particulière. Et donc, lui vient de là, quoi, finalement. Donc, il y a une opposition qui est à la fois horizontale au niveau de l'appartement, mais une verticalité au niveau des classes sociales également. On en parlera, la verticalité, parce que le film jouera là-dessus jusqu'au bout. Mais on disait tout à l'heure téléfilm et tout, mais il y a des moments, Peter Weir fait du cinéma de toute façon. Un plan comme ça est réfléchi, il est composé. Ça pourrait presque, c'est une évidence, un plan comme ça. Voilà, oui, il y a beaucoup il y a une facture, je dirais, télévisuelle, comme on l'a dit avant, dans l'absence d'un foisonnement de lieux ou
voilà, ou même le grain de l'image, par exemple. Mais je trouve qu'il y a quand même, il arrive quand même à imposer sa personnalité, à faire vivre ses idées à l'écran, Peter Weir. Et on le voit dans des cadres comme celui-là. Mais je trouve que il y a une scène assez, assez réjouissante où justement Max essaye Max qui se déclare aussi folk singer, chanteur de folk, plus que plombier, donc vient avec sa guitare lors de ses réparations et commence en réaction justement au comportement de Jill, commence à chanter une chanson protestataire à la Bob Dylan, qui est un peu un pastiche d'une chanson de Bob Dylan aux paroles un peu incongrues. Mais dans ce moment un peu humoristique, il y a la manière dont les cadres bougent, dont Jill et Max sont toujours séparés de leur côté de l'appartement, elle du côté cuisine, lui du côté salle de bain, assis en plein milieu justement de cet enchevêtrement de tuyauterie métallique. Et ça en dit beaucoup en fait justement sur leur séparation, sur l'incommunicabilité, sur la manière dont Jill refuse de comprendre les intentions et les origines de Max. Une scène lunaire, voilà, un exemple là, où elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça en est presque drôle, mais bon, les paroles en disent non, ça c'est sûr, mais on le voit, oui, c'est vraiment Bob Dylan. C'est même c'est du son à la Bob Dylan, et plutôt il le mentionne d'ailleurs dans cette idée. Moi, je suis un folk singer protestataire, Bob Dylan. Les jeunes aujourd'hui sont enfermés. On est là en mode ouais, tu vois, le film essaye de nous mettre en empathie avec lui, alors qu'on sait que c'est l'antagoniste. Hein. Mais par contre, il y a quand même un truc moi qui m'a ça a capté mon regard, c'est sa veste. Il a une très belle veste, hein, bon, une veste qu'il a depuis tout jeune, et avec un petit truc écrit derrière. Voilà, voilà. Et ça c'est intéressant parce que ça, bon, c'est 79. C'est-à-dire, c'est une autre époque, c'est une idée. Voilà, laissez-nous vivre notre vie. On a envie d'avoir notre liberté, les impôts, tout ça. Mais ça, aujourd'hui, c'est récupéré par le populisme d'extrême droite. Hein. Il y a un peu quelque chose de contradictoire parce que le parti libéral est plutôt à droite, quoi, au niveau en Australie aussi. Donc, libéral égale less tax aussi. Donc, ça tranche un peu avec le discours de Max qui semble être justement plus proche d'idées un peu plus progressistes que ce que le parti libéral trimballait avec lui. Donc, il y a déjà cette ambiguïté qui est sur la personnalité de Max qui est installée par son accoutrement. En fait. Et ça dit beaucoup justement c'est intéressant de se poser sur les vêtements portés par les personnages dans le film aussi. Lui, voilà, porte ses vêtements quand il rentre dans l'appartement qui semblent complètement inappropriés, qui ne matchent pas ensemble, qui ne sont pas coordonnés, alors que justement les personnages de Jill et de Brian sont plus dans un code vestimentaire appartenant à leur classe, quoi, en fait. Ah bah, quand on voit Jill, là, il n'y a pas des lunettes, mais la plupart du temps, c'est avec ses lunettes et tout. C'est vraiment l'universitaire. D'ailleurs, à un moment, il lui dit femme au foyer et tout, mais ça ne lui plaît pas. Hein. Ça ne lui plaît pas à Jill, parce que ce n'est pas son ambition non plus d'être femme au foyer. La preuve, elle fait un master en anthropologie, ce n'est pas pour être femme au foyer plus tard. Hein. Voilà, il y a cette idée-là. D'ailleurs, elle a peur de partir d'Australie aussi. Son mari est là, on va peut-être aller à Genève et tout. Elle n'a pas trop envie. C'est marrant parce qu'elle n'a pas envie, mais indirectement, tu parlais du patriarcat, le mari tout à l'heure, elle se laisse quand même dominer malgré tout. C'est un film qui je trouve intéressant justement de voir le personnage de Jill coincé entre ces deux figures masculines qui ne l'écoutent pas, quoi, finalement. Il y a même c'est une anecdote que je lisais dans une des biographies de Peter Weir, celle de Jonathan Rayner, qui est hyper intéressante à lire, où justement il met toujours en parallèle plusieurs des films de la carrière de Peter Weir, et même dans il y a une récurrence d'une certaine référence, par exemple quand le Max essaye de justifier
certaines de ses connaissances, sa capacité à retenir des choses. Par exemple, il va lui citer la hauteur il va un peu la mettre au défi de connaître la hauteur des pyramides de Khéops. Il va lui dire, en fait, ça fait 470 feet, quoi, c'est 470 feet. Et le mari de Jill, à la fin, quand elle construit un stratagème pour accuser Max de lui avoir volé une montre que son mari lui a offert, son mari, cherchant la montre et ne comprenant pas ce que sa femme en a fait, lui dit, mais rends-toi compte, quoi, c'est une somme importante pour moi, cette montre coûte $470 également. Donc il y a une récurrence de chiffres, quoi, finalement, c'est exact. Je pense que c'est pas par hasard que les chiffres sont identiques, qui justement coincent un peu Jill dans ces deux figures patriarcales qui sont éduqués, professionnels, middle class d'un côté, et puis très rentre-dedans et très imposante de l'autre. Puis il y a aussi un truc qui fait de la peine, hein. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, voilà, à un moment, elle le corrige, parce qu'il dit I done au lieu de I did. Et elle est là derrière, I did. Et ça lui fait de la peine, hein. Parce qu'en plus, là, elle attaque sa manière de parler, quoi, sa manière de communiquer directement. Elle lui impose la grammaire idéale pour elle, la grammaire juste, en fait. Et c'est finalement une manière d'appuyer sur la condition sociale de Max, qui est très probante ici, quoi. Elle l'attaque par le langage. C'est encore plus pernicieux que de l'attaquer par son code vestimentaire, son comportement. Là, elle va vraiment chercher dans Max ce qui va le toucher le plus, finalement. Et d'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que pourquoi elle le fait là, à ce moment-là, et elle sent qu'il est en train de séduire un peu Meg. Enfin, Meg, c'est la copine là, avec qui elle fait du yoga. On va revenir sur la scène du yoga après. Elle a l'air de le trouver sympa et tout. Et là, est-ce que c'est juste parce qu'elle n'a pas envie que sa copine soit trop du côté du plombier, ou est-ce qu'il y aurait une forme de jalousie indirecte? C'est très intéressant, ça aussi. Elle est un peu elle aussi, elle est dans cette ambiguïté-là, et elle sait plus trop quoi faire, quoi. Il y a une perte de rationalité. Elle va quand même l'humilier là. C'était pas la peine, en fait, de le faire, en fait, quand on y pense. Mais c'est à dessein de vraiment l'isoler encore plus. C'est le personnage qui essaye de tirer Jill vers une autre conception de l'image de Max, quoi, finalement, qui est un peu plus terre à terre que la vision très rigide de Jill. C'est un personnage qui me fait pas mal penser à l'ami d'Andy McDowell dans Green Card aussi, qui va essayer justement, qui va être un petit peu séduite par le côté rustre de Depardieu dans le film, et qui va justement essayer, qui va être un peu plus compatissante avec son comportement. Donc elle apporte un élément peut-être un peu plus terre à terre et moins rigide que la vision de Jill. C'est vrai que tu as un personnage qui est un petit peu en 79, quelque part entre Devers et Depardieu post les valseuses, hein. Non, mais il y a peut-être l'effet Marcel qui joue beaucoup. C'est vrai que là, après l'effort, le réconfort, mais bon, elle va vite le ramener à sa pauvre condition. Et c'est là où tu as envie quand même, bon, la bourgeoise qui descend le prolo, bon. Mais bon, comme on l'a dit tout à l'heure, un prolo qui est quand même libéral à côté et qui, vers la fin, là, on est déjà rentré dans une zone spoiler, je mettrai un timecode, peu importe, c'est pas très important. À la fin, il y a quand même ce dîner. Donc, il continue à faire le dîner alors que les toilettes sont en chantier. Il y a un truc très drôle avec un docteur indien et un docteur qui est, alors, je ne sais pas de quel pays, peut-être d'origine africaine, je ne sais pas, c'est pas précisé. Donc, il y a ça et tout. Alors, il y a le docteur indien qui va tout faire écrouler, évidemment. Bon, c'est difficile d'aller aux toilettes, vu les conditions, voilà. Ils sont venus manger le curry parce qu'elle cuisine super bien, ma femme. On est quand même dans cette idée. Elle sert juste de cuisinière, quoi, pour le mari. C'est un peu violent, je trouve. Il y a un côté réappropriation culturelle, justement. En je pense plus, qu'elle lui dit quand les invités arrivent, mais en fait, non, j'ai jamais fait de curry de ma vie. Et puis, on se rend compte qu'il y a quand même une mise en place. C'est un film qui est drôle par plusieurs aspects aussi. Puis, on retrouve vraiment la patte humoristique de Weir aussi. Parce que Weir, c'est quelqu'un qui vient de la scène, de la performance, qui a beaucoup œuvré dans le comique d'une certaine manière aussi. Donc il y a cette mise en place d'une
d'une scène humoristique où d'une part tu as les invités qui essayent justement de garder en eux leur réaction vis-à-vis d'un curry qui est visiblement trop épicé pour eux. Tu sens justement la sueur à leur front. Il a besoin d'aller aux toilettes. Et ça va, voilà, ça crée la mise en place. Voilà, la scène est posée. On est dans une situation incongrue où il y a une réappropriation de la part de Jill d'un plat qui n'est pas de son origine. Les invités sont perturbés par ce qu'ils mangent. Ça va créer l'un d'entre eux doit se rendre justement dans la salle de bain qui est en réparation et tout mène à un effet d'accumulation qui s'effondre figurativement et de façon concrète sur l'un des personnages par la suite. Et là, le lendemain, tu as Max qui débarque en étant à moitié pas content. Il dit, alors, c'est qui a fait ça? Et il dit, alors, c'est l'Indien ou encore une sorte de racist slur, donc d'insulte, enfin d'appellation raciste pour le docteur d'origine africaine. Ça fait 2 fois, entre le côté libéral, voilà. Donc, bon, alors, c'est là où Peter Weir, justement, il veut nous rappeler quelque chose. Je pense que c'est le système qui crée son propre mal. D'un côté, les bourgeois déconnectés, qui méprisent, et de l'autre, malheureusement, des gens qui n'ont pas eu l'éducation nécessaire et qui n'ont pas une vision du monde ouverte, qui peuvent en devenir très individualistes, voire racistes aussi. Et c'est un film qui a cette modernité intemporelle et presque interculture occidentale, quoi. C'est ça qui est terrible. Et puis qui est rongé justement figurativement cette figure du plombier, qui va casser les murs pour essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur de la structure du bâtiment. C'est une déconstruction de la vision de chaque camp, quoi, finalement. Il y a une volonté d'aller gratter un petit peu au-delà de la surface. Max n'est pas qu'un élément perturbateur, n'est pas qu'un potentiel repris de justice, etc. Il a de l'ambiguïté qui est posée dès le début du film. Et Jill et Brian ne sont pas qu'un couple modèle, que des universitaires très éduqués et très représentatif de la classe dans laquelle ils sont. Il y a vraiment de l'ambiguïté qui est posée dans chacun des personnages, et cette ambiguïté, elle est justement à la source de l'incommunicabilité de chacun des personnages. Et tant que cette incommunicabilité dure, la seule chose auquel ça peut mener, c'est le chaos et c'est l'effondrement. Et je pense que justement l'effondrement de la salle de bain dans la fin du film représente un peu ça. Donc finalement, il faut arriver pour briser cette chaîne, finalement, il faut que le personnage qui est établi comme personnage modèle ou irréprochable au début du film, Jill en question, devienne d'une certaine manière une antagoniste par rapport au personnage de Max afin qu'elle puisse l'évincer. Puis il y a cette idée aussi, je remets ce plan, mais il a créé presque son œuvre d'art. Alors là, il fait sa chanson, donc c'est un artiste et tout, mais ce truc d'architecture-là, il a presque fait une forme d'œuvre d'art, parce qu'on se demande pourquoi il y a cet échafaudage de trucs, ça paraît improbable pour faire des travaux. Et voilà, il vient imposer son art à lui, son art libre et moderne. Je sais pas. Alors qu'en plus, quand il entre pour la première fois dans l'appartement, il dit « Ah, c'est un musée chez vous !» Et il voit plein de trucs. Il se dit « Je vais y apposer mon art aussi, peut-être. » Et il y a quelque chose de très intéressant au niveau du son, au niveau de cette scène, au niveau du film en entier, on pourra en reparler, mais la scène commence justement par Max qui, justement, révèle à Jill qu'il va écrire une chanson protestataire, et la voix de Max se superpose à une des photos justement de l'un des membres d'une tribu aborigène d'une tribu aborigène de Nouvelle-Guinée qui est affichée dans le bureau de Jill, en fait. On a l'image de celle que tu as montré tout à l'heure, de ce personnage de cette tribu, où se surimpose la voix de Max avec un effet de réverbération également. Donc là, on sent vraiment que le personnage de Max essaye d'imposer sa vision aussi, et puis de faire entendre sa voix. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand elle dit au début, là, ce sorcier qui est venu dans ma tente imposer un truc,
c'est un petit peu ce qu'elle pense que Une Max est en prémonition, train de d'une faire. certaine manière. C'est une prémonition. Cette scène-là, la scène d'introduction, est une prémonition de ce qui va se passer par la suite avec le personnage de Max, je pense. Mais elle va pas lui jeter du lait de chèvre. Elle fera encore pire. Mais il y a cette idée, oui, de la chanson contestataire, où il commence à écrire les paroles sur le carrelage de la salle de bain. Et c'est là où on a quelque chose de finement écrit. Voilà, I'm me, babe, I'm free, babe. Et le fameux le fameux I'm me, on l'a plusieurs minutes avant dans la scène de yoga. Là, nous sommes tous un, je suis moi. Il y a littéralement le même I'm me. C'est intéressant parce que finalement, c'est là, à travers deux scènes qui pourraient paraître anecdotiques, qui montrent que ce sont deux individualistes qui ont leur liberté propre, donc côté libéral et tout, et que au final, ce sont, oui, comme je le disais tout à l'heure, deux faces d'une même pièce, d'un certain dysfonctionnement de la société. Tu vois ce que je veux dire, enfin, une Avec sorte de tout le, déshumanisation, quoi, on va dire. avec tout le ridicule aussi que ça suppose, parce qu'il y a la scène de yoga a un petit côté justement un peu élitiste, voilà, un peu ridicule, des scènes qu'on retrouve, ouais, on retrouve à peu près une certaine, un certain ridicule des sociétés contemporaines qu'on peut voir dans Green Card aussi. Et puis, de l'autre côté, ben voilà, même la chanson protestataire avec des paroles hyper simples, hyper basiques, voilà, très parodiques de chansons contestataires que Max écrit sur le carrelage. Donc, il y a cette volonté de juxtaposer le ridicule des deux situations, quoi, en fait. Les deux parties ne peuvent pas que les deux personnages ne peuvent pas communiquer et cette situation en elle-même est ridicule et est entourée par le ridicule d'une certaine manière. Ouais, puis bon, bah, après, évidemment, il faut que le film arrive à une forme de conclusion. Et à un moment, tu te dis, bon, comment ça va se passer? Bon, il y a tout ceci, donc on en a parlé tout à l'heure, on va pas revenir dessus, mais juste pour la forme, je montre le fameux dîner au curry. D'ailleurs, et plus tard, il y a un dîner au restaurant italien très bruyant. Ils sont contents d'être avec les prolos, à un moment, pour fêter sa victoire, parce qu'il a été engagé, suite à ce dîner, il a été engagé à Genève, hein, voilà. Ouais. Il a fait bonne impression grâce à madame qui a fait un bon curry, je sais pas, j'en sais rien. Ça fait très cliché quand même, hein. C'est très cliché. Et plus tard, il se retrouve bizarrement à fêter ça dans un restaurant italien où ça chante. Oui, Et avec c'est voilà, la c'est vie, quoi. un côté très cliché aussi du restaurant italien avec le restaurateur qui chante une sérénade. Donc il y a, C'est la voilà, Belle et le Clochard. J'ai pensé à la Belle et le il y a Clochard. un peu ça aussi. Bon, magnifique scène de curry, donc. Mais bon, arrivé à un moment où on ne sait pas s'il a mal fait les travaux. À un moment, il sous-entend que ça pourrait durer des semaines, des mois, tu vois. Ça, c'est vieux, c'est dur. Et à un moment, bah, il y a Meg qui vient, elle va aux toilettes, et c'est la catastrophe. Voilà, c'est la catastrophe. Alors là, littéralement, les eaux usées, tout ça, elles sont à un point, c'est le carnage absolu. Et Meg, elle est là, elle dit, appelle un plombier. Et alors, bah, Jill est là, not the plumber. Genre, il n'y aurait qu'un plombier pour régler le problème. Parce qu'elles n'ont pas eu l'idée, Jill, elle ne peut pas avoir l'idée à ce moment-là, d'appeler un autre plombier au cas où. Je sais pas. Non, c'est une expérience trop traumatique pour elle. Et voilà, là, tout est. On arrive à concrètement et figurativement de nouveau une fissure dans le, dans la psychologie de Jill et dans son appartement qui la pousse justement à commettre un geste irréparable pour se débarrasser de Max. Ouais, et puis alors, ce qui était. Là, pour le coup, après, tu parlais tout à l'heure des codes vestimentaires. Il y a quand même quelque chose d'assez violent. Donc, ils ont fêté la victoire du mari, on va dire ça comme ça. Et elle est littéralement habillée, mais alors, en classe. Bon, là, j'ai choisi le moment où il y a. C'est quand même un gros plan. Ça peut faire penser à Picnic en Île Grog. Ah, moi, oui, la figure fait beaucoup penser aux dernières scènes avec Miss Appleyard dans Picnic à Hanging Rock, justement, après la mort du personnage de Sarah dans Picnic, où justement on la voit très rigide avec des vêtements très constrictifs, etc. Donc on sait que le personnage de Miss Appleyard dans Picnic et le personnage de Jill ici sont à un point de non-retour, quoi, finalement. Exactement. Parce qu'elle change complètement. Elle a l'air apaisée. Bon, avec le mari et tout. Elle a l'air même presque. Alors,
je dirais même pas apaisée, complètement aspirée, déshumanisée. Elle est là en mode, ah, et puis il se rend compte, ah, t'as plus ta montre. Ah, je sais pas, elle a disparu. Oh, puis il y avait 50 euros dans mon portefeuille aussi, je sais plus. Elle est dans une forme de machiavélisme absolu, parce qu'on le voit avant, hein, il y a un regard, elle voit la voiture, on insiste là-dessus, et elle a l'idée, donc, de faire accuser Max de vol. Lui qui aurait fait de la prison ou pas, parce qu'en fait, à un moment, il dit, j'ai fait de la prison, le lendemain ou 2, 3 jours après, il dit, ah ben non, j'ai jamais dit ça. On se demande qui est fou ou qui a cru entendre quoi. C'est-à-dire que on peut se poser la question de la perception aussi. Est-ce qu'elle Et s'est puis de pas la persuadée? crédibilité de Jill sur la situation de Max aussi. Elle a tout de suite une perception où quand lui va faire une blague sur éventuellement le fait qu'il ait été en prison ou pas, pour elle, ça va être un fait établi d'emblée et qui va être rattaché à sa condition sociale tout de suite. Donc tout de suite, il y a la perception de Jill qui veut mettre Max dans une case particulière, une case qui appartient à sa classe sociale. Ouais, et puis est-ce que c'est lui qui le dit et tout? Après, il plaisante, ou est-ce elle a cru l'entendre? Il plaisante en disant, ah, mais pour viol? Ah, mais non, je rigole! Enfin, super la blague, super la blague. Une blague à faire en plus quand tu es seul avec une femme dans son appartement, il n'y a pas pire. Voilà. Mais, et donc à la fin, la vengeance froide absolue. Et c'est intéressant parce que Peter Weir fait vraiment une rupture là. Il y a pas, c'est pas un crescendo dont on va l'avoir planifié et tout. Il y a presque une ellipse, hein, et on a ça. Et là, on se dit, mais qui est l'antagoniste en fait sur la fin? Voilà, la rupture, elle est accentuée justement par la scène où, une fois que dans un premier temps, quand les travaux de Max semblent être finis, le couple semble être revenu à un certain niveau de confort et de stabilité, où on voit justement la salle de bain reconstruite, etc. Jill se dirige vers la douche et dès que le couple se retrouve dans cette forme de confort, tout commence à péter dans la salle de bain, quoi, en fait. Tous les tuyaux éclatent, les murs se brisent de nouveau et finalement, ils ne peuvent pas atteindre ce niveau de confort ne pourra plus être atteint de nouveau, ce qui pousse Gilles à ce geste d'accusation. Et je pense Et que c'est puis, vraiment à ce moment-là que le personnage de Jill craque, quoi. En fait, on l'avait déjà vu basculer une fois après la scène de chant où Max a voulu révéler un côté encore plus confrontationnel de sa personnalité aussi. Mais là, au moment où la salle de bain explose pour la dernière fois, c'est ce qui crée une rupture définitive dans le personnage de Jill. c'est la fissure, c'est le cas de le dire, que ce soit au sens figuré ou au sens propre. Et puis alors, il y a le dernier plan, hein. Max se fait arrêter par la police, ça va très vite. Et il y a ce plan qui est filmé de très bas. On voit d'ailleurs que c'est un peu flou, pixelisé, parce qu'il y a une sorte de zoom et tout. Et là, on en parlait tout à l'heure, la fameuse verticalité, on se la prend en pleine gueule, hein. Lui il est tout en bas en train de se faire arrêter, hein, voilà. Le policier va arrêter le prolo qui est la coupable évident, le coupable idéal. En soi, il a des choses à se reprocher parce que ces travaux-là, machin, il a forcé. Il y a une forme de problème quand même, mais il est puni pour ce qu'il n'a pas commis. Et à Et elle, partir elle de est ce là, elle le moment-là, regarde. dans ces scènes, Max sera toujours filmé de haut, quoi, de haut, du point de vue de Jill. C'est ça. Là, le Max est définitivement confiné dans son statut et définitivement accusé par le personnage de Jill, puisqu'on ne voit que sa perspective dans les dernières scènes où on aperçoit Max, qui est arrêté par la police, par les gens de l'immeuble qui l'accusent. Et puis, ce dernier plan, justement, place Jill dans la perspective de celle qui domine la situation, d'un personnage plus ambigu que ce qu'elle paraissait au début. Je trouve que c'est même intéressant qu'il se floue sur le visage de Jill à ce moment-là. Il aurait pu la cadrer nette, vraiment, que son visage occupe tout le cadre aussi. Mais non, on voit la perspective de Max sur elle et une révélation d'un autre aspect de sa personnalité, quoi. Ouais, c'est là en mode je suis en haut de la pyramide, tiens, parce qu'il parlait de Khéops, ouais, c'est une pyramide carrée là, hein, c'est autre chose. Et c'est moi qui suis en haut du système, le système a gagné à la fin. Voilà, en fait, c'est une fin assez amère, hein. Presque, je dirais pas cynique quand même, quoique. Euh, Peter Weir n'aime pas trop les conventions dominantes quand même. Voilà. Ah, il y a toujours, c'est un peu ce qui rejoint. Je trouve que ce film-là,
il y a toujours un aspect de contestation vis-à-vis de l'autorité au niveau de la carrière de Peter Weir, de The Cars at Eight Paris, avec cette fausse, cette fausse communauté qui semble stable au premier abord et puis qui renferme beaucoup de secrets jusqu'à son dernier film, jusqu'à The Way Back. Justement, on voit cette opposition de caractère, cette reconsidération de la classe de certains personnages également. Mais il y a toujours une contestation vis-à-vis des figures autoritaires au cours de la carrière de Weir. Et je pense que là, on la voit en filigrane également dans ce film. Puis elle reste quasi hypnotisée et tout. C'est vrai que pour le coup, c'est une extension de certains personnages de Picnic à Hanging Rock. Hein. Elle a vécu son trauma et elle décide d'aller au bout en se débarrassant du trauma de façon très forte. Mais elle n'en ressortira pas indemne, c'est sûr. Ça aurait presque été marrant de faire Le Plombier 2 des années après, où c'est elle qui va aller s'immiscer chez quelqu'un, pas en plombier, mais en tant que faire des études je sais pas. Non, mais bon, c'est quand même. C'est pas un film mineur, moi j'insiste là-dessus. C'est un film qu'il est intéressant de voir, que je rattache beaucoup à son début de carrière d'une certaine manière, parce qu'il y a cette capacité de manier l'humour qui était très présente dans les premiers courts-métrages de Weir, cette manière de faire référence aussi avec des archétypes du cinéma de genre. Là, avec les scènes de la douche, ça fait immédiatement penser à Psychose. À Psychose, pardon. Et ça, c'était une figure qu'il avait déjà manipulée dans un de ses courts-métrages qu'il avait un peu mis de l'avant, qui s'appelle Holmesdale. Ce serait peut-être intéressant de se pencher justement un jour sur les courts-métrages et les premières œuvres de Peter Weir, même si elles peuvent paraître anecdotiques au premier abord, mais il y a déjà plusieurs éléments qu'il arrive à poser. Et là, dans Holmesdale, dans l'un de ses premiers courts-métrages, il y a aussi une scène parodique de Psychose, de la scène de la douche de Psychose. Et là, je trouve qu'il a les moyens, justement, il a plus de moyens, justement, d'y faire référence avec The Plumber. Mais voilà, il arrive quand même à assimiler certains éléments du cinéma de genre qui l'ont nourri, du thriller, du cinéma d'horreur, etc., tout en y instillant son humour un petit peu pernicieux, qu'on retrouvera dans plusieurs œuvres de sa carrière par la suite, quoi. Et tu sais, j'ai envie de faire une parenté avec un film. Alors, je ne pense pas que Le Plombier l'ait inspiré directement, mais avec un acteur que Peter Weir fera jouer plus tard. Je fais un petit quiz là. Tu vas peut-être reconnaître. L'acteur, oui, évidemment. Le film Cable Guy. Et il y a un peu de ça aussi. Le gars qui vient s'immiscer. Il y a quelque chose. Moi, j'ai pensé à ça, avec en plus peut-être aussi une lutte des classes, et il veut s'imposer. Alors ça, c'est pour gratter l'amitié carrément. Il y a peut-être quelque chose. Je ne sais pas si Ben Stiller, c'est lui qui avait. Alors, je ne sais pas s'il avait scénarisé, mais il a réalisé. Je crois qu'il avait scénarisé aussi. Je ne sais pas si Ben Stiller avait vu Le Plombier, mais en tout cas, ce qui est amusant, c'est que peut-être que Peter Weir avait vu Jim Carrey dans Cable Guy pour l'avoir après dans Truman Show. Ce serait peut-être, s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est lui qui avait choisi Jim Carrey d'ailleurs. Pas à ma connaissance. En fait, c'est plus sa performance dans Ace Ventura qui a poussé, qui a attiré l'attention de Peter Weir, donc à la base. Il aime bien les comédies, voilà, comme tu disais. Mais bon, c'est des petites parentés comme ça. Apparemment aussi, je les connais que de réputation parce que je les ai pas vus, mais on peut citer les Funny Games de Michael Haneke, mais c'est très différent je pense pas le même cinéma, on va dire ça comme ça, mais dans cette idée il y a des gens qui viennent s'immiscer et qui viennent prendre possession des lieux. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, Le Plombier, c'est intéressant de voir aussi où il se situe. C'est-à-dire qu'il ponctue presque indirectement, il va poursuivre sa carrière un peu australienne après encore, mais il ponctue quelque chose là après, surtout après Picnic et Last Wave. On sent qu'il ponctue, c'est pas une trilogie, tu vois ce que je veux dire, mais il ponctue quelque chose et après, il va pouvoir se mettre sur un truc un peu plus grand, on va dire, dans l'envergure avec le film de guerre, voilà, Gallipoli. C'est un film qui clôt, qui ferme un peu la parenthèse
télévisuel de Peter Weir après. Je pense qu'il va juste faire il y a un documentaire qu'il a fait pour un consortium artistique, je pense, qui s'appelle Head, Hand and Heart, à propos d'un sculpteur qui est trouvable sur YouTube, je pense aussi. Mais ça va être qui va être fait la même année aussi et qui va clore un petit peu l'expérience télévisuelle de Peter Weir. De ma connaissance, il ne reviendra pas du tout à la télévision par la suite. C'est à peu près à la même époque où il a été comment dire, approché pour faire une adaptation de The Thornburn, des oiseaux se cachent pour mourir, qui finalement n'aboutira pas pour lui aussi, mais ça va être vraiment sa dernière incursion au niveau télévisuel. Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose qui lui permet une certaine liberté dans cet exercice. On sent qu'il y a quelque chose d'assez libre, voilà, dans lequel il peut instiller des thèmes qu'il avait déjà explorés dans certains de ses courts-métrages. On a nommé Homesdale. Il avait participé à un collectif de 3 courts-métrages aussi, Peter Weir, au milieu des années 70, qui s'appelle Three to Go. Et il avait réalisé un segment de ce triptyque. Marrant parce que là, il y a une connexion aussi avec The Plumber, parce que donc lui a réalisé un qui s'appelle Michael. Il y en avait un deuxième qui s'appelle Tula et le troisième s'appelle Judy, où Judy Morris jouait également. Donc, et puis dans ce segment, Michael, qui a été récompensé par des prix également, il y a justement une figure, voilà, il y a une figure protestataire, contestataire d'un jeune adolescent qui essaie de trouver sa place de s'extirper un petit peu du cocon familial bourgeois pour essayer de trouver sa place dans un groupuscule contestataire. Donc il y a aussi, voilà, cette exploration de l'identité, des différences de classe également qu'on peut voir dans ces courts-métrages. Et c'est ça qui, je trouve, rattache The Plumber à son début de carrière également. Ouais, puis c'est vrai, il y a une certaine liberté. Peter Weir est lui-même, hein, le I am me, I am free, c'est aussi pour Peter Weir. Voilà, je pense. C'est peut-être un petit message qu'il a placé là en mode au prochain producteur, hey, je suis libre, je suis moi, hein, vous allez me donner des projets. Non, mais après, il a pu faire vraiment. On sent qu'il s'amuse, quoi, d'une certaine manière. Oui. On sent qu'il y a une volonté de s'amuser, d'explorer, de tenter des petites choses, même si c'est imparfait également, et voilà, de les poser sur des bases solides sur lesquelles on peut réfléchir, on peut argumenter également, mais il y a une volonté vraiment de s'amuser en liberté aussi, de faire. Il y a aussi une autre connexion qui est assez drôle vis-à-vis de certains de ses autres films, c'est la perturbation créée par les éléments naturels. Il y a beaucoup de similitudes que tu peux mettre en perspective avec The Last Wave, où l'élément naturel aquatique justement pénètre dans la maison et vient perturber la maison un peu cossue et bourgeoise du personnage de Richard Chamberlain. Et là, même chose, quoi. Ce couple est aussi interrompu dans sa vie un petit peu confortable par l'élément aquatique qui vient littéralement s'introduire, exploser dans leur appartement également. Donc, il y a toujours cette petite connexion avec la nature, avec l'élément aquatique dans les films de Peter Weir qui est toujours amusant. C'est ça, les tuyaux sont trop petits pour trop de pression d'eau, comme le disait le plombier au début du film. C'est peut-être aussi ça l'histoire de ce monde occidental, de son Australie. Trop de pression sur des terres, voilà, on a un peu construit, on s'est installé là tranquillou, hein, par le passé. Et peut-être qu'un jour, voilà, les éléments ici, peut-être, vont un petit peu se rebeller. Mais là, c'est la rébellion de quelqu'un qui a été laissé de côté par cette société. Et qui, du coup, représente quand même pas mal les mots. Moi, je pense que c'est intéressant de voir quelqu'un qui a subi et qui porte la conséquence de ce qu'il a subi en étant lui-même détestable sur pas mal de points. Et elle, sous tout rapport parfait et tout, elle subit un patriarcat quand même, et elle va à la fin tomber dans la vengeance froide facile. Bon, bah, avec comme tout
tous les Green Card est loin d'être un film parfait, bien entendu, avec tous les défauts que Green Card possède. Il est quand même intéressant de mettre les deux films en parallèle aussi, parce que je pense qu'on retrouve dans le Green Card cette envie de s'amuser, de prendre une petite pause au niveau de projets, entre deux projets de plus grande envergure, d'avoir une certaine liberté d'écriture. On voit que ce sont deux films quand même qui en disent beaucoup sur la personnalité de Peter Weir. C'est cette capacité d'être, de continuer à explorer des thèmes qui lui sont chers, mais d'avoir suffisamment de liberté de son côté pour pouvoir explorer, essayer de tenter d'autres choses au niveau de sa mise en scène, au niveau de son écriture, d'être un petit peu plus libre que dans des projets plus solides et des productions plus d'envergure que l'on verra par la suite. En tout cas, on n'a pas fini nos pérégrinations weiriennes. Voilà, ça. D'ailleurs, bientôt, on fêtera les 40 ans d'un film qui t'est cher, aussi, comme beaucoup de Peter Weir. Et on rendra aussi au passage un hommage à Harrison Ford, qui vient d'annoncer qu'il mettrait fin à sa carrière bientôt, là, d'ailleurs. Et belle carrière, très très belle carrière. Mais voilà, mais puis bon, moi aussi, il m'en reste du coup à en découvrir quelques-uns par la suite. Notamment, tu m'as parlé de son dernier, le fameux The Way Back. Ouais, et puis Fearless aussi. J'ai pas vu Fearless aussi. Voilà, c'est des films qui viennent peut-être pas en tête tout de suite quand on pense à la carrière de Peter Weir, mais qui ont vraiment de l'intérêt. Et The Mosquito Coast, qui pour moi fait partie des rôles les plus intéressants d'Harrison Ford, peut-être vraiment qui offre la possibilité de voir un autre aspect des capacités en tant qu'acteur d'Harrison Ford est très intéressant à explorer. Il est loin d'être parfait, il a des défauts aussi, mais il explore aussi des thématiques qui font de l'œuvre de Peter Weir une vraie œuvre auteuriale. Et vous pouvez retrouver Stéphane aussi à l'écrit. Voilà, on se fait un ciné, tu potasses peut-être en ce moment d'autres articles, mais il y en a plein sur le site. Tu n'as pas pu écrire sur The Mastermind. Voilà. J'aurais aimé te lire sur The Mastermind. On devra avoir un article. Je sais que là, il y a beaucoup d'articles sur plusieurs plateformes qui sortent au sujet du film. Tu en as très bien parlé de ton côté aussi. Et mais oui, on prépare quelque chose sur le film, sur l'autrice également, et puis donc non, il y a beaucoup de choses sur le feu en ce moment, donc on verra quel sera le prochain article. Suspense, et on salue au passage Louane, Thierry, voilà. On souhaite à Thierry un bon rétablissement. Voilà. Mais il est en forme, moralement tout va bien. C'est ça le plus important. Mais en tout cas, merci mon cher Stéphane. Alors évidemment, Peter Weir, Claude Sauté, d'autres aventures, on n'a pas fini. Tant qu'il y a le souffle de vie et de la passion, le cinéma nous fera toujours être des vrais bavards. Et je sais que tu es bientôt aussi chez Samir. Enfin, il y a plein de beaux projets à venir. Pas mal de projets qui sont sur le feu là en ce moment. Et puis, il nous reste quand même pas mal de Weir et de Sauté à explorer. Oui. Et puis, toujours un plaisir, même sur d'autres œuvres, c'est toujours un plaisir de discuter, d'argumenter avec toi. Le cinéma est tellement riche, mais toujours un plaisir partagé en tout cas. Et du coup, à vous maintenant la parole en commentaire. Oui, puis pour trouver ce film de Peter Weir, The Plumber, est trouvable assez facilement en version originale sur, je crois que c'est sur Dailymotion ou sur YouTube. Enfin, il y a possibilité de trouver la vidéo de façon assez facilement sur Internet. Donc, avec un petit accent australien qui n'est pas très appuyé d'ailleurs. Non. Ouais, voilà, peut-être que, je sais pas. Mais bon, oui, facilement trouvable. Après, pour trouver des sous-titres en français, bon courage. C'est pas grave, parce que sous-titres anglais, ça va, mais il n'est pas trop compliqué à comprendre dans les dialogues non plus. Il y a quelques éditions, ça a reconfirmé. On pourra peut-être mettre ça dans les commentaires également, mais je crois qu'il y a eu quelques éditions des packages où on pouvait trouver The Last Wave, les premières œuvres de Peter Weir, avec The Last Wave et peut-être Cars at Paris, où The Plumber était aussi présent. Et je pense qu'il y a des éditions de Criterion aussi qui incluent les premières œuvres de Peter Weir, incluant The Plumber.
Et peut-être ce court-métrage aussi. Voilà. Mm. Mais en tout cas, mon cher Stéphane, il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin. Et donc, aux gens, là, donnez-nous votre avis, votre ressenti, votre lien direct ou indirect avec ce film. Et Peter Weir aussi, si vous voulez. On ouvre la section commentaires pour vous. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt, Ciao! Julien. Encore merci.